Bonjour. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'assister à la pièce de théâtre Une nuit de fou, puis on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur les acteurs. D'abord, bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir, c'est quoi votre nom d'équipe de théâtre, puis votre nom chacun de vous autres. OK, bien, le nom de l'équipe, c'est la troupe de théâtre Parmi nous. Le Parmi nous, qui est une troupe qui était à Victoriaville, que ça le plaçait là. Puis, elle engage des comédiens d'extérieur, des contractuels, dont nous autres, qui viennent de Montréal, la plupart. Et puis, c'est ça. Et puis, nos noms, moi, c'est Luc Gauthier. Okay. Moi, c'est Karen Adair. José Guindon. Jean-François Gascon. Est-ce que ça fait longtemps que vous faites du théâtre? Oui, ben moi, ça fait 2 ans et demi que je suis sorti d'une école de théâtre. Donc, ça fait 2 ans et demi que je fais du théâtre professionnel, disons. J'en ai fait pendant 4 ans à l'école de façon intensive. Okay. Moi, ça fait un bon bout de temps. J'ai 33 ans, fait que je suis sortie du conservatoire à 24 ans, donc ça fait quasiment 10 ans. Moi, c'est à peu près comme Jean-François Gascon, qui est là à ma gauche. Je suis sortie de la même école que lui, fait que je fais du théâtre depuis 3 ans et demi à peu près. Là. Je suis sortie 1 an après lui. Avant lui, fait que c'est ça. J'en fais depuis 3 ans, c'est tout. Puis je fais juste du théâtre, je fais pas beaucoup de télévision, puis c'est tout. Moi, j'ai 13 ans, c'est du français théâtre que je fais. Puis c'est la première fois de ma vie que je faisais ça, là. J'ai trouvé, j'aimais beaucoup ça. Non, en réalité, non, c'est bon, Nicolas. Mais en fait, non, j'ai 32 ans. Puis j'ai pas fait d'école. Moi, je n'avais pas fait d'école. Moi, c'est... Non? Mais c'est parce qu'elle a dit... Est-ce que tu as 32 ans? Je ne l'ai pas à personne. Ça reste entre nous autres, OK? Mais j'ai 32 ans. Puis, ben moi, j'ai pas fait d'école. Moi, j'ai appris sur les planches, tu vois, le métier. Les planches de construction. Claude Blanchard et mon mentor. Mais voilà. Est-ce que vous passez dans plusieurs villes? Ben oui, c'est un spectacle de tournée, donc en fonction de la demande, comme en décembre et cette semaine, on est dans l'Abitibi, Val-d'Or, ici Témiscamingue, on se promène partout, Sainte-Terre. On s'en va chez Chibougamau, on s'en va jusque là. Mais on a joué beaucoup dans la région de Montréal, un peu partout au Québec, au Nouveau-Brunswick. En Ontario aussi, oui. Mais là, c'est la fin. Oh, c'est la fin. On finit cette semaine. On finit au Témiscamingue et Chibougamau. On n'a plus de gaz dans le truck. Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps à préparer une pièce comme celle-là? Habituellement, ça prend 110 heures de répétition à peu près. Je pense que c'est ce qu'on a pris, sauf moi, parce que je remplace une autre fille qui jouait ce rôle-là et j'ai eu juste 2 jours pour me... Mais il y en a... Oui, ça paraît les pas. 2 filles, on a eu 2 jours. 2 jours de répétition. Vous êtes vraiment bonne. Non, parlons tous en même temps. Ça va bien aller. Des textes comme celui-là, c'est long à apprendre. Est-ce que vous avez un truc pour le retenir plus rapidement? Oui. C'est quoi? Non, je pense qu'on a chacun notre méthode de travail. Moi, c'est de le lire, de le relire sans arrêt, puis de le voir dans ma tête. J'ai la force de technique de visualisation. La force de lire, de le répéter, tout ça, à un moment donné, ça rentre. T'as pas le choix aussi? C'est pas le choix. Ouais. OK, ben merci beaucoup. Continuez à faire du beau travail comme ça. Puis j'espère avoir l'occasion de vous voir dans une autre sorte de pièce de théâtre. Ben oui, vous autres aussi. Alors, c'est pas votre bon programme. Merci beaucoup. OK. Merci. Merci. Bye. Bye, là. Pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de voir la pièce de théâtre, je vais vous l'expliquer en gros. C'est l'histoire d'un groupe d'adolescents qui voulaient préparer une pièce de théâtre durant la nuit pour être prête pour les auditions le lendemain. Mais pendant ce temps-là, il y avait comme une histoire d'amour qui se déroulait, mais ils apprenaient qu'un de leurs amis était homosexuel. Puis on a vu comment le monde réagissait envers ça. Mais au début, il s'éloignait puis il voulait pas être son ami comme homosexuel, wesh. Mais là, après, ils se sont aperçus que ça changeait pas puis c'est toujours la même personne. Fait que c'était pas mal bon puis c'était bien intense. Tu voyais que tu étais dedans. Puis ils nous ont dit qu'ils nous appréciaient beaucoup parce qu'on écoutait bien. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui arrêtait pas de parler dans les autres villes. Puis nous autres, ils ont dit qu'on était bien fins. Puis c'est la 2e fois que j'interviewe des comédiens à J'étais en action, puis j'aime bien ça. Puis j'espère que l'année prochaine, que plus tard, je vais pouvoir avoir l'occasion d'en amener d'autres à Témiscamingue. Ici Karine Lesage pour J'étais en action. Bonjour Serge, comment ça va? Ça va bien? Bon, quelle sorte de tâches que tu fais ici au Provigo? Ben moi, je fais du pacting, comme on dit, ou du facing. Ça, c'est quand tu empruntes les cannes, tes mains en avant. Aussi, des fois, je travaille dans la cave à placer du stuff qui rentre. T'aimes-tu ça travailler au Provigo? Oui, j'aime ça. Je trouve que c'est la meilleure job qu'un étudiant pourra avoir. Trouves-tu ça dur de travailler plus faire tes études?
Ben pas vraiment au Provigo parce qu'ici, les étudiants, ils travaillent juste les jeudis, vendredis, samedis, dimanches. Comme ça nuit pas vraiment aux études. Combien d'heures tu fais? Je fais environ de 10 à 15 heures par semaine. C'est des bonnes semaines. Tu dépenses tout ton argent ou tu l'économises? Ben comme c'est là, je dépense pas mal, là, mais je vais essayer d'économiser pour mon futur. OK, ben merci. Bienvenue. OK, bye. Bonjour Delmer, comment ça va? Ça va bien, toi? Bien. Quel poste que tu occupes ici? Moi, je suis gérant du magasin. Moi, je m'occupe du magasin en général. Puis, pas sûr qu'il y ait une bonne fonction de tout dans le magasin. T'aimes ça? Oh oui, j'aime bien ça. Pas trop dur? C'est pas dur, mais faut pas que tu aies trop une vie sociale. On met beaucoup d'heures, puis en tout cas, faut t'aimer ça. OK. Est-ce que les employés que tu as engagés, ils travaillent bien? Ah oui, il y en a toujours quelques-uns là, qui faut que tu pousses un peu, là, mais en général, les employés sont bien. Quelle sorte de qualité les employés ont besoin pour travailler ici? Bien, les qualités, faut qu'ils aiment parler aux gens puis travailler dans le public. C'est quelque chose que je pense que tu as besoin pour travailler au Provigo, n'importe quel magasin de détail. OK, ben merci de nous avoir parlé aujourd'hui, puis merci de nous avoir donné un peu de ton temps. Ah, il n'y a pas de problème, ça m'a fait plaisir. OK. OK. Bye. Ici Laurie, j'étais en action. Est-ce que tu trouves ça dur de travailler quand tu es à temps plein à l'école? Non, ben je travaille seulement que le samedi, fait que le dimanche, je me repose, puis la semaine aussi. OK. Est-ce que tu aimes travailler en ce moment? Oui, ben je pense que c'est un travail comme un autre. Un jour ou l'autre, il faut que tu commences à travailler tôt ou tard. Est-ce que travailler ennuie à tes résultats scolaires? Ben non, comme je disais tantôt, je travaille seulement que le samedi, alors la semaine, je consacre pour mes devoirs et mes études. C'est quoi tes tâches ici au Home Hardware? Ah, je fais du ménage, je fais du facing, je travaille à la caisse. C'est à peu près tout. OK. Puis qu'est-ce que tu fais avec ton argent après que tu es à paye? Non, j'économise pour plus tard. OK. Allons voir M. Langlois, le propriétaire de Home Hardware. Bonjour, M. Langlois. Bonjour. Est-ce que tu apprécies des élèves comme employés? Oui, c'est la première fois qu'on essaie ça, puis on est bien satisfait comme c'est là. OK. Quelles sont les bonnes qualités pour travailler ici? Bilingue, c'est un atout. Gentil avec le public, puis bienveillante. OK. Merci. Nous voulons remercier M. Langlois pour utiliser son magasin pour quelques minutes. Ici Vincent Rousseau pour J'étais en action. Bonjour, M. Bolduc. Bonjour, ça va bien? Oui. Est-ce que tu apprécies des élèves comme employés? Si j'apprécie les élèves comme employés, ben on en a une, Karine, là. Toujours à l'heure, puis elle travaille bien. Puis c'est ça qu'on recherche comme qualité chez les étudiants. Les étudiants, c'est des... premièrement, c'est des gens qui sont bons comme employés. Ils sont toujours disponibles à travailler les fins de semaine. Alors, quand tu vas avoir une business, si tu en as une un jour, tu vas voir que ça prend des gens pour travailler les bouts d'heures où tes employés réguliers ne peuvent pas travailler. Alors, les étudiants, c'est là où on les recrute parce que, premièrement, ils veulent de l'argent de poche. Puis, deuxièmement, ben, ils sont disponibles le soir, les fins de semaine pour travailler. Alors, ça comble le besoin des deux, les étudiants puis l'employeur. OK. Puis, quelles sont les bonnes qualités pour pouvoir travailler ici? Alors, comme Karine l'est aussi, là, alors c'est arriver à l'heure, être déterminé à travailler, puis toujours vouloir apprendre, comme à l'école. Voilà. OK. Merci beaucoup, M. Bolduc. Allons voir Karine. Bonjour, Karine. Bonjour, Vincent. Est-ce que tu trouves ça dur de travailler quand tu es à temps plein à l'école? Non, pas du tout. Comme je travaille juste le vendredi soir puis le samedi. Alors, ça me donne le temps de faire aller à l'école puis je suis pas en retard dans rien. Est-ce que tu aimes ton travail en ce moment? Oui, j'adore ça. Je suis pas juste caissière. Des fois, je vais travailler à défaire la commande puis travailler sur le plancher. Puis j'apprends plein de choses. OK. Est-ce que travailler nuit à tes résultats scolaires? Non, comme je te disais tantôt, je travaille pas beaucoup. Alors, j'ai le temps de faire mes devoirs, tous mes travaux, puis tout va bien. Qu'est-ce que tu fais quand tu reçois ta paye? Bien, premièrement, j'en mets beaucoup à la banque pour mon cégep. Puis le reste, je le dépense un petit peu, mais la plupart va à la banque. OK. Merci. Bienvenue. Ici Vincent Rousseau pour J'étais en action. Bonjour tout le monde. À cause de l'impact qu'a eu le film Titanic, on a eu l'idée d'inviter M. Denis
Renaud pour nous parler de ce qu'il connaît du Titanic. Bonjour Denis. Bonjour Guillaume. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Bien? Oui. Oui, parce que Marie-Pierre a dit tantôt que Denis nous parlerait de ce qu'il connaît, parce qu'il en connaît des affaires. Puis d'où ça devient l'idée de t'intéresser au Titanic comme ça? Ben moi, tu vois, ça a commencé, je pense j'avais 4 ou 5 ans. C'est mon grand-père qui avait commencé à me parler de ça. Puis lui, ben, il vivait à l'époque où le Titanic avait coulé en 1912. Il avait 22 ans à l'époque. Puis à un moment donné, ben, il me parlait un peu de toutes sortes d'affaires comme ça, dans le temps, les bateaux. Puis il s'est dit, ah ouais, en 1912, il y a un bateau qui a coulé. Il me disait ça, il y avait 4 tuyaux. Il pointait en fait les cheminées, là. C'est comme ça qu'il appelait ça. Puis il disait, ça avait été un gros naufrage parce que ce qui avait été impressionnant, c'est que le Titanic avait coulé à son premier voyage. Il y avait bien du monde qui était mort, tout ça. Fait que ça m'avait comme intrigué. Puis je me suis dit, coudonc, on va essayer. Puis de fil en aiguille, au fil des années, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, je vais commencer à regarder un peu les livres là-dedans. Je ramassais des photos, tout ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, ça serait le fun si un jour, il sortait un modèle à coller du Titanic. Ça a pris du temps. Ça a été juste en 1980 qu'ils ont sorti un modèle. C'est à ce moment-là que j'ai acheté celui-là puis que je l'ai construit. Oui. Ça, tu as construit une maquette. Ça t'a pris combien de temps environ? Là, et mon Dieu, presque autant que le vrai bateau lui-même. Parce que, d'ailleurs, j'ai eu un accident d'auto en allant le chercher. En passant, ça veut dire que le Titanic, lui, avait frappé l'iceberg à droite. Moi, c'est l'auto, c'est à gauche que j'ai eu un accident. Fait que j'avais, 18 ans à l'époque. Ça, c'était en 1980. Fait que je m'en vais chercher le bateau, j'ai mon accident, là, j'appelle mes parents. Bon, j'ai dit, l'auto est brisée, je peux pas m'en revenir. Fait que je restais pas loin de Québec. Ils ont dit, pas de problème, on va aller te chercher. Fait que, en allant me chercher, ils ont été faire un détour par le magasin. Ils ont été chercher le Titanic. Ils ont dit, t'étais venu pour chercher le Titanic, on va te l'amener. Fait que c'est la petite histoire un peu qui entoure la maquette. Fait que tu vois, je l'ai commencé en 1980. J'ai travaillé à peu près plusieurs mois dessus, finalement. C'est parce que c'est assez long. À un moment donné, on fait comme, par exemple, la coque, c'est un morceau. On va peinturer le bas de la coque, comme ici, la ligne de flottaison. À un moment donné, on va travailler un petit peu sur les ponts supérieurs ici. Fait que j'ai travaillé quelques mois dessus. À un moment donné, je me suis tanné. C'est vraiment de la minutie. Fait que j'ai mis ça de côté un peu pour me reposer. Puis un an après, j'ai vraiment décidé de le finir, là. Mais ce qui est curieux, c'est que la finition, c'est quasiment aussi long que la préparation parce que, comme on remarque ici, on a des petits fils un peu partout qui sont ce qu'on appelle des haubans. C'est ce qui sert à tenir les cheminées, ou ici, on a les grands fils entre les deux mâts. Ça, c'est l'antenne, parce que le Titanic est équipé d'une TSF, qui appelle une télégraphie sans fil. Alors, ça a pris, si je veux faire, comment dire, une date, là, on peut dire 2 ans, là, vraiment, en tout et partout, là, avant de l'avoir fini, là. Mais là, le problème que j'avais, c'est, comme vous le savez, la poussière, elle ne prend pas de repos, hein. La poussière, c'est partout. Fait que je me suis fait un petit boîtier en plexiglas transparent pour le recouvrir. Fait qu'il est recouvert tout le temps, ce qui fait qu'il n'y a pas du tout de poussière dessus, puis ça fait 20 ans, pratiquement quasiment là, que je l'ai. Fait que ça vaut la peine, je pense, quand on a un modèle qu'on aime bien puis qu'on veut le protéger, c'est un bon moyen, je pense, de le protéger. Ouais. Fait que c'est ça. Ça a été long, mais j'en suis bien content. J'avoue que c'est mon modèle favori, parce que je l'ai fait d'autres aussi, là. Ah, puis il est bien réussi. Ah, j'avoue qu'il est le fun, sauf quand il tombe pas en bas des tables. Parce qu'on a eu un petit accident tantôt. En le pointant, il est tombé sur la table. Ça. On voulait voir si l'iceberg avait fait des dégâts. Puis... j'ai failli avoir une crise cardiaque. À part la chute sur la table, on était correct. Puis tantôt, tu as dit même que tu avais peinturé les morceaux à l'intérieur. Oui, c'est ça. C'est que je vais faire attention en pointant cette fois-là. Comme on le voit ici, on a ce qu'on appelle les ponts supérieurs. Alors, là où on a les petits carrés, là, il y avait des ponts promenades un peu sur le Titanic parce qu'il faut voir que c'est comme un hôtel. Il y avait 11 étages là-dedans. Alors, moi qui suis assez maniaque, je me suis dit, tiens, on va peinturer en dedans les planchers puis les murs, tout ça, parce qu'il donnait les détails pour le peinturer. Fait que c'était intéressant. Je me suis dit, tiens, je vais faire tout comme ça. Même si on ne le voit pas vraiment, je trouve que ça ajoute un petit peu plus là, au modèle comme tel. Ça fait plus complet. Oui. Ouais. Puis, je sais pas si vous pouvez voir les détails, là, mais c'est vraiment impressionnant, là. Les petits points rouges, puis le côté doré sur le bord, là, Ça, c'est assez difficile à faire, la ligne dorée, justement, parce que pour faire les lignes, il faut se servir de ce qu'on appelle du masking tape. Fait que là, tu colles ça tout le long. Là, tu peintures ton rouge. Après ça, quand c'est sec, tu enlèves le masking tape. Là, tu recaches tout le reste avec du papier journal, du masking tape. Tu fais ta petite ligne dorée. Là, des fois, ça arrive, ça coule un peu partout. Fait qu'il faut que tu remettes du noir pour égaliser. Fait que c'est assez délicat. Ça demande de la patience. Il faut aimer le Titanic pour faire ça. Ah oui, moi, j'étais bien content, en tout cas. Oui.
Puis quand tu ouvrais Titanic, combien ça a pris de temps? Ah mon Dieu, c'est ça que je disais, ça a quasiment été aussi long. En fait, le vrai Titanic, dans les constructions navales de l'époque, il faut se reporter au début du siècle, ils ont commencé à le mettre, ce qu'ils appellent la quille, en 1909, donc 3 ans avant le naufrage. Fait que ça, c'était tout riveté à l'époque. Aujourd'hui, on va utiliser la soudure. C'est beaucoup plus solide. Mais la rivetage, c'est des petits trous avec des pointes. Alors, ça s'écrase puis ça prend de l'expansion. Alors, il y avait 3 millions de rivets sur le Titanic. Il y avait des riveteuses hydrauliques un peu partout qui serraient ça sur la coque. Et donc, on a mis la quille, comme on appelle, tout le bas ici en 1909. Et on a lancé le Titanic parce que tous les bateaux sont ce qu'on appelle lancés. À un moment donné, bon, quand la coque est finie, mais il n'y a rien au-dessus, là, juste la coque comme telle, ils vont lancer le bateau, c'est-à-dire qu'ils vont le mettre à l'eau. Puis après ça, ils vont compléter tous les aménagements en dedans. Alors, ils vont rentrer les chaudières en dedans, ils vont placer tous les meubles, les ponts, les cheminées, tout ça. Ça, c'est fait une fois que le bateau est à l'eau. Mais pour le lancer, ils l'ont lancé le 31 mai 1911, donc 2 ans après avoir établi la quille. Et 1 an plus tard, en avril 1912, le 10 avril, le Titanic a commencé son premier voyage, ce qu'il appelle le voyage inaugural. Puis, il ne l'a jamais complété parce qu'il a coulé 4 jours après, donc après avoir frappé un iceberg. Parce qu'à l'époque, ce qui était important de se rappeler, c'est qu'il n'y avait pas d'avion qui faisait le lien entre l'Amérique puis l'Europe. Les gens voyageaient par bateau. Puis, évidemment, sur des bateaux comme ça, tu avais 3 classes de passagers. Alors, les riches, les très riches, je devrais dire, les moyennement riches puis les pauvres. Alors, les riches occupaient surtout les pièces qui sont dans le haut ici du bateau, un peu partout. Les deuxièmes classes étaient surtout au milieu. Et les troisièmes, c'est pas compliqué. On les retrouvait en arrière ici, pas loin des machines, où est-ce qu'il y avait du bruit, et complètement en avant dans ce qu'on appelle la proue ici. Donc, les gens qui avaient moins de moyens, souvent les immigrants, comme on les appelait, vendaient tout ce qu'il y avait pour un billet qui coûtait très cher et qui traversaient en Amérique pour essayer de venir se faire une nouvelle vie. Parce que si on imagine un peu le prix des billets du Titanic à l'époque, ça coûtait 15 $ pour un passager de 3e classe traversé et ça coûtait 5 000 $ pour un passager de première. Puis en dollars d'aujourd'hui, ça équivaudrait à 116 000 $. Donc, je pense qu'il n'y a pas Il faut être moyennement riche. Il n'y a pas grand monde, je pense, qui pourrait se payer un passage sur le Titanic. Donc, c'est pour ça que les riches ont plus été sauvés que... Oui, c'est ça. Ça, c'est une chose intéressante qu'on soulève parce qu'on a toujours entendu parler du Titanic comme étant un bateau incoulable qui ne pouvait pas couler. Et comme on le remarque ici, vous avez les chaloupes de sauvetage. Vous en avez à l'avant, ici, de chaque côté, et vous en avez à l'arrière. Mais vous remarquez qu'il n'y en a pas beaucoup. En fait, il y en a 20. Il y a 20 chaloupes. Puis, les gens qui ont construit le Titanic, et ça, c'est vraiment de la négligence parce qu'on a vraiment trop fait confiance à la technique de l'époque. On s'est dit, il y a de la place pour tant de passagers dans les chaloupes et on n'a pas besoin d'en avoir plus parce que de toute façon, le bateau ne peut pas couler. Donc, on n'a pas besoin de chaloupes. Alors, au moment où le Titanic a fait son premier voyage, il y avait 2206 passagers, incluant l'équipage, les 3 classes, puis tout le monde à bord. Et il y avait de la place pour 1178 personnes dans les chaloupes. Ça veut dire que mathématiquement, il y en avait pour à peu près la moitié. Donc, c'était foutu d'avance. Si jamais le bateau avait un accident, il n'y en avait pas pour plus que la moitié. Et c'est ça que Marie-Pierre disait tantôt, c'est que les premières classes, comme ils étaient sur les ponts ici, ils étaient plus proches des chaloupes, donc c'était plus facile à ce moment-là de monter dans les chaloupes, que les passagers de 3e qui étaient souvent pris dans le fond du bateau, qui ne connaissaient pas bien les couloirs, et qui est une réalité. On a malheureusement dit à ces gens-là très souvent, « Attendez, on va venir vous chercher pour les chaloupes », et on n'est jamais revenu les chercher. Oui, ils ont enfermés. Alors, c'est comme si on les avait condamnés à mourir. Et une autre chose qui n'est pas drôle non plus dans ce naufrage-là, c'est que la moitié des chaloupes étaient à peu près pas remplies, donc remplies à moitié, si on veut, ce qui fait qu'il y aurait eu encore bien de la place pour du monde. Mais c'était tellement mal organisé, c'était de la négligence, vraiment. C'est pour ça que le Titanic a coulé, parce qu'on n'a pas fait attention. On avait trop confiance que le bateau pouvait passer à travers n'importe quoi et ils se sont aperçus qu'un iceberg, c'était plus dur qu'un bateau. Puis le premier voyage, il a été par le fond. C'est pour ça que c'est le côté moins drôle du naufrage, parce que on n'a pas favorisé les gens, les pauvres gens, là, au détriment des riches. Puis la construction de ce gros bateau-là, c'était plus pour la concurrence, bien paraître? C'est ça, c'est qu'à l'époque, on le disait tantôt, les compagnies d'aviation, l'avion n'existait pas vraiment, ça commençait à peine.
Alors, à l'époque, ce qui était important, il y avait plusieurs compagnies. Alors, la compagnie du Titanic, c'était la White Star Line. Et il y en avait d'autres, bon, comme la Cunard, la Red Star Line. Et ce qui était important pour eux autres, c'était d'avoir le bateau le plus vite, le plus gros, puis le plus luxueux possible. Parce qu'il y avait toute une réputation qui était attachée à ça. Parce que les compagnies qui partaient, mettons, de l'Angleterre pour aller à New York, ils pouvaient ramasser un prix qu'on appelait le ruban bleu. C'était comme une décoration honorifique pour la compagnie. Ça avait beaucoup de valeur symbolique. Alors, la compagnie qui ramassait le ruban bleu, c'était parce que, premièrement, son bateau ou un de ses bateaux avait été le plus rapide. C'était d'abord la vitesse qui était évaluée pour le ruban bleu, mais aussi le luxe et tout ça. Alors, eux autres, dans le premier voyage, ils n'ont pas fait attention. Ils se sont dit, on va aller vraiment très rapidement pour essayer d'arriver à New York une journée plus tôt que prévu, puis ramasser le ruban bleu, ce qu'ils auraient probablement été capable de faire s'il n'y avait pas eu un iceberg. Mais il y avait tout, comme la télévision n'existait pas, la radio, c'était quand même pas trop mal non plus, mais ce qui était très important dans ces années-là, au début du siècle, c'était tous les millionnaires ou les riches qui embarquaient à bord. Alors, on faisait beaucoup mention de ça dans les journaux. On disait, voilà, monsieur un tel est à bord, mon Dieu, c'est fantastique, un millionnaire. Mais il parlait même des chiens, des millionnaires. Il y avait le caniche d'un tel, le pékinois d'un autre qui était à bord. Ça allait jusque-là. C'était vraiment un monde bien spécial. Et tout ça faisait la réputation d'une compagnie. D'ailleurs, dans le premier voyage du Titanic, le président de la compagnie était à bord. Puis c'est un peu lui qui est responsable aussi du désastre en partie, parce qu'il a demandé au capitaine d'aller rapidement, de ne pas réduire la vitesse, alors que le Titanic avait reçu 6 avertissements d'iceberg dans la même journée. Et les avertissements sont arrivés par TSF, ici dans les antennes qu'on voit. Et les opérateurs de radio étaient tellement occupés qu'ils n'ont pas amené le message à la passerelle qui est ici, là où, si vous voulez, le capitaine et les officiers conduisent le navire. Et on n'a pas vraiment tenu compte de ça. Et on a continué à pleine vitesse dans le champ de glace jusqu'à temps qu'on ramasse. Puis même quand ils ont donné l'ordre de ralentir, c'est pas ça qu'ils auraient dû faire. Non, c'est ça qui a été prouvé aujourd'hui, c'est que quand ils ont vu l'iceberg, il aurait pu faire 2 choses. C'est sûr que quand ça arrive, des fois, on y pense pas, on réagit, puis il aurait pu rentrer carrément dedans, ce qui aurait écrapouti, excusez le terme, le nez du navire, mais il aurait flotté. Il y aurait eu des morts, c'est sûr, il aurait été écrasé en avant. Ou il aurait pu tout simplement tourner à gauche tout de suite à pleine vitesse, puis il aurait tourné tellement rapidement qu'il aurait probablement évité l'iceberg. Mais là, ce qu'ils ont ordonné, c'est de faire machine arrière toute, et ça a ralenti le navire. Alors, il s'est ralenti tellement qu'il n'a pas viré assez vite. Alors, ce qui fait qu'il a frotté de côté, et on peut voir, là, quand on regarde, on parle souvent de la déchirure que l'iceberg a faite, c'est si on part de l'avant du navire, on peut venir à peu près jusqu'ici. Donc, c'est 300 pieds de long, où l'iceberg a littéralement ouvert les tôles de la coque. Parce qu'en fait, il n'a pas fait de trou au sens propre du terme. C'est vraiment des tôles qui sont comme dérivetées, là. Puis le trou n'était pas gros, c'est quelques centimètres seulement, mais c'est sur 300 pieds de longueur. Alors, il avait calculé que ça faisait à peu près 4 mètres de diamètre si on faisait un trou rond. Pour ça que ça a quand même pris assez de temps à couler au Titanic. Mais c'était trop tard, il était blessé à mort. C'était vraiment la négligence de la part oui, définitivement. Oui. Puis le pire, c'est que c'est tout le monde il y a eu 1500 victimes à peu près, il y a eu 705 rescapés. Donc les 2 tiers ont péri, le tiers seulement. Parce qu'à l'époque, c'était aussi la loi, la femme et les enfants d'abord. Donc on faisait monter les femmes et les enfants. Ensuite, s'il y avait de la place, les hommes, mais il y a eu quand même des choses qui n'ont pas été respectées là, dans les chaloupes. Et, malheureusement, ça a donné ce qu'on connaît, plusieurs morts. Puis, est-ce qu'on a réussi à construire un autre bateau majestueux comme celui-là? Ou... Oui, en fait, c'est ça qu'on n'entend pas parler souvent, c'est que le Titanic, il faisait partie d'une famille de 3 bateaux qu'on appelle des sister ships. Il y en avait un qui était absolument identique au Titanic et qui s'appelait Olympic. Lui, il avait été lancé 1 an plus tôt, puis c'est le seul qui a à peu près pas eu de problème. L'autre bateau, ça s'appelait le Britannic. Lui, il a été lancé en 1914. Et on sait qu'en 1914, la Première Guerre mondiale a éclaté. Alors, à l'époque, on réquisitionnait les bateaux. Puis le Britannic avait été transformé en navire-hôpital. Il avait été dans la mer Égée, en Grèce. Puis à un moment donné, il avançait, bang, il frappe une mine, il coule. Donc, ça faisait 2 sur 3 qui coulent. L'Olympique, lui, c'est le seul qui a vraiment connu une carrière là,
Il a fait plusieurs traversées entre New York puis l'Angleterre. Il y a eu des petits accidents à un moment donné. Pour juste donner une idée, l'Olympique s'était fait rentrer dedans à peu près ici par un bateau de guerre britannique. Parce que ces bateaux-là, pardon, je suis en train de perdre la voix, les bateaux de la grosseur du Titanic étaient tellement puissants que les hélices, comme quand ils fonctionnaient, ça tirait tellement d'eau qu'un petit bateau plus petit qui arrivait à côté se faisait littéralement aspirer. Fait que c'est ça qui est arrivé à un moment donné. Le croiseur anglais, c'était le Hawk. Il était tout près ici. À un moment donné, il est arrivé, oups! Bang! Il s'est fait littéralement aspirer dans l'Olympique. Fait que là, ça a fait un trou. Mais au-dessus de la ligne de flottaison, donc dans la zone noire, fait que ça n'a pas été bien grave. Okay. Puis à un moment donné, c'est l'Olympique, lui, un peu plus tard, qui a coulé un bateau parce qu'il y avait de la brume. Puis au large des États-Unis, il y a ce qu'on appelle un bateau phare qui sert de point de repère. Là. Puis à un moment donné, il ne l'a pas vu, il est rentré dedans. Bateau coulé. L'Olympique n'a rien eu parce qu'il est tellement gros. Ouais. Puis c'est ça, puisqu'on parle des hélices, c'est des hélices qui pèsent 15 tonnes chacune, puis qui ont, on va les donner en deux grandeurs, 23 pieds de diamètre ou 7 mètres de largeur. Alors, imaginez un peu la grosseur d'une seule hélice. C'est incroyable. Fait qu'il y en avait 3 comme ça. Puis celle du centre était un peu plus petite, mais elle tournait un petit peu plus vite que les deux autres. Fait que aussi fort. Ah oui, fait que ça devait tirer de l'eau, là, c'était incroyable. Même ça, c'est une anecdote qu'on peut mentionner aussi, c'est qu'en quittant l'Angleterre, le Titanic, déjà là, il a failli avoir un accident. Parce qu'il y avait un bateau qui était amarré, les bateaux étaient tout amarrés le long des quais, un petit paquebot qui s'appelait le New York. Fait que le Titanic s'en va, il commence à partir, puis à un moment donné, le New York commence à bouger, il se faisait littéralement aspirer. Alors les fils qui le retenaient, les amarres, comme on appelle, ça a pété là, au fret, vraiment paf, comme ça. Et le New York a failli entrer en collision avec le Titanic. Là, les remorqueurs sont arrivés, ils l'ont tassé. Ils ont arrêté le Titanic, là, ils ont replacé l'autre. Puis c'était tellement des des navires qui étaient hors format, trop gros, que c'était quasiment difficile à manœuvrer, là, à part en océan ou ailleurs. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi il s'appelle le Titanic? Oui, en fait, c'est que les gens de la White Star Line, quand ils l'ont nommé, ils se sont dit c'est le plus gros à l'époque, parce qu'il y en a eu des plus gros après, mais pour l'époque, c'était le plus gros. Alors, on s'est dit, on va lui donner un nom qui reflète bien sa taille gigantesque, sa taille énorme. Alors, comme il y a un mot qui existe, l'adjectif titanesque, on s'est dit, on va l'appeler Titanic, parce que ça, c'est une chose aussi, les compagnies, à l'époque, avaient tous des noms de bateaux qui finissaient de la même façon, comme la White Star Line. Tous les noms finissaient avec un IC, comme Olympique, Titanic, Britannique. Puis la Cunard, par exemple, avait des noms à Lusitania, Mauritania. Puis eux, ils se sont dit, pour Titanesque, on va l'appeler le Titanic parce que c'est le plus gros. Ce qui fait qu'on lui a donné ce nom-là. Bon, mais pour conclure, on va vous inviter fortement à aller voir le film Titanic. Même si ça dure 3 heures, ça passe super vite. Les effets spéciaux sont super bons, puis c'est très intéressant. Merci beaucoup, Denis. Merci, Guillaume. Merci, Marie-Pierre.